55 minutes pour faire le point sur l'actualité sportive de la semaine. Ici, on analyse, ici, on décrypte, ici, on débriefe. Oui, parce que vous êtes dans Débrief et on vous souhaite le bienvenu. Bonsoir, de partout vous regardez Mikuba Radio, télévision. C'est l'heure de faire le point, comme je le disais, sur l'actualité sportive de cette semaine, avec des faits majeurs, notamment la Coupe d'Afrique des Nations qui se déroule au Maroc. Une Coupe d'Afrique des Nations qui suscite beaucoup d'intérêt, avec une première journée au cours de laquelle les grandes nations ont brillé. Comment analyser ces victoires de toutes les grandes nations, mais surtout que faudra-t-il attendre pour le reste de la compétition? On vous en parle tout à l'heure, parce qu'il y a déjà des qualifiés aussi, et on en parlera également. Mais aussi au-delà de ça, dans la rubrique des résultats, à suivre la Ligue nationale de football qui se poursuit également. Un championnat très très serré, notamment dans notre zone. On fera le point notamment sur le classement. Et dans le petit débrief, débat à ne surtout pas manquer sur le cercle sportif Manika, qui a réalisé ce qu'on pourrait éventuellement qualifier de miracle, quitter de la zone rouge à la 7e place. Que s'est-il passé? Est-ce que Manika a finalement trouvé la voie, les clés pour briller dans ce championnat? Voilà pour l'essentiel de ce qui vous attend durant les 55 prochaines minutes. Je ne serai pas seul, évidemment, pour co-animer ce magazine sportif. J'ai le plaisir d'accueillir sur ce plateau Laurent Kassong. Il est le directeur de communication du cercle sportif Manika. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Mbad Junior, bonsoir à tous ceux qui nous regardent. En tout cas, monsieur le DIRCOM, je crois qu'on aura à dire et à redire sur votre équipe. Miracle ou pas miracle, ce qui se passe? Bien endimanché. Je vous retourne le compliment. Mais miracle ou pas miracle, la remontée de Manika, de la zone rouge On ne parle pas d'un miracle en football. C'est vrai, il y a certaines personnes qui le disent comme ça. Mais nous parlons du travail. Un travail qui a été abattu et qui continue à être abattu. Et donc, il n'y a pas de magie, il n'y a pas de miracle. Mais ce n'est que le travail. Ah, ok. Parce que d'après une certaine indiscrétion, vous auriez trouvé enfin le bon féticheur. Ça, c'est vous qui le dites. Un autre qui est tout sourire déjà, un habitué de cette émission, Fresnel Chey, analyste sportif du Lualaba. Bonsoir et bienvenue. Merci Junior Mbal, merci à toutes les femmes qui nous regardent en ces moments, mais aussi à tous les sportifs de la province du Lualaba qui sont. Exactement. Pourquoi les femmes? Parce qu'elles sont nombreuses à nous regarder, mais aussi à supporter les équipes de Manika, Simba et Blessing. En tout cas, Fresnel, il aime beaucoup s'entourer des femmes. J'ai vu dans son équipe, notamment de Global Actu, il n'y a que des dames. Sacré Fresnel, ça fait plaisir de te retrouver et de partager ce moment avec toi. Sur Manika, tu penses aussi que c'est un miracle ou... En tout cas, c'est un déclic pour cette formation du Manika. C'est une formation, en tout cas, j'ai été trop dur envers cette équipe. Et donc, je dirais que c'est déjà un déclic, ce qui va permettre à cette équipe peut-être de se retrouver dans les top 5 avant la fin de ces championnats. Je vois le sourire du DIRCOM. Écoutez, et vos apaisements. On aura tout le temps pour en parler dans le petit débrief. Mais tout de suite, on commence avec le grand débrief pour décrypter le début de la Coupe d'Afrique des Nations qui se déroule au Maroc. La CAN, oui, la CAN, la grande messe du football africain a déjà démarré sur un chapeau de roue avec donc toutes les grandes nations en tout cas se sont imposées sans grande difficulté. Et justement, on va en parler avec vous les gars. J'ai bien envie de commencer avec Fresnel, tous les favoris qui s'imposent déjà en première journée. Est-ce que c'est une bonne chose ou plutôt un signal fort pour dire qu'on n'aura pas vraiment de surprise lors de cette CAN, parce que souvent on voit déjà la première journée des petits poussés créer la surprise, mais là vraiment c'est les gros qui se sont imposés, tous presque à l'unanimité. Junior, je pense que c'est une très belle question que vous venez de mettre sur notre table. Pourquoi je dis ça? Parce qu'il y a certaines nations qui se croyaient déjà arrivées dans cette compétition, sans pour autant oublier qu'il y a des outsiders qui sont en train de venir, à l'occurrence du Bénin, une équipe qu'on ne s'attendait pas peut-être faire un grand match contre la République démocratique du Congo, mais ça a été le cas. Et la République démocratique du Congo a souffert pour battre en tout cas cette équipe. Et nous sommes en train de voir certaines nations qui sont en train aussi de venir pour créer de la surprise. Mais lorsque vous nous dites que
Il y a des grandes nations qui se sont imposées. Oui, on n'en disconvient pas. Pourquoi? Parce que ce sont déjà des habitués qui ont en tout cas des grands noms au sein de leur effectif. Il y a des grands noms, il y a des joueurs en tout cas expérimentés par rapport aux autres. Je vous donne seulement un exemple de l'équipe béninoise. Vous allez comprendre qu'il n'y a pas en tout cas des grands noms et la République démocratique du Congo ne sait pas en tout cas focaliser sur cette équipe. Oui. Et nous avions vu cette équipe. C'était presque en difficulté. En difficulté. Oui. On ne s'attendait pas à un grand match pareil. Oui. Donc c'est pour dire que la première journée a été en tout cas souriante pour les grandes nations, si je peux dire. Par expérience. Par expérience, oui, l'expérience a aussi compté, et aussi par rapport à la maturité. Oui. Mais la deuxième journée, et d'ailleurs vous allez comprendre qu'il y aura maintenant des surprises. C'est là où vous allez maintenant comprendre il y a des petites nations qui sont en train de monter en puissance. Il y a les autres qui vont descendre. Pourquoi? Parce que il y a cette cacophonie-là, disant que nous sommes une grande nation, on va s'imposer facilement. Mais lorsque vous entrez, vous montez sur la pelouse, et c'est là où vous allez maintenant vous rendre compte et juger surtout votre niveau en disant que est-ce que nous sommes à mesure de titiller les grandes formations, est-ce que nous ne sommes pas à mesure. Donc c'est lors de la deuxième journée où nous allons maintenant savoir les grandes nations, parce que si nous prenons seulement les groupes où est casée la République démocratique du Congo, vous allez comprendre, il y a le Sénégal qui caracole en tête avec 3 points, avec 3 buts. Si nous prenons la République démocratique du Congo qui est aussi en deuxième avec 3 points, avec un goal différent. Donc la République démocratique du Congo n'a inscrit qu'un seul but, tandis que le Sénégal a inscrit au moins 3 buts. Donc c'est pour dire que le Botswana et le Bénin doivent en tout cas batailler dur dans cette deuxième journée pour essayer maintenant de bousculer la hiérarchie. Oui. Et c'est le même cas dans d'autres groupes où on est en train de voir les grandes nations en train peut-être de subir aussi la pression par rapport aux équipes qui sont en bas du classement. Donc attendons maintenant la deuxième journée. On n'est pas à l'abri des surprises. Exactement, parce que cette deuxième journée va nous mettre des surprises, et nous serons en tout cas régalés par rapport à ce qui va se passer. En tout cas. Alors, Laurent, je me tourne vers toi. Le Maroc, pays hôte, annoncé comme ultra favori de cette compétition, avec des stars comme Brahim Diaz, Hakimi, même si il n'a pas encore commencé à jouer, El Kaabi et consorts. On a vu le premier match, le Maroc presque en difficulté, alors qu'on s'attendait à ce que cette équipe puisse dérouler devant l'équipe du Comore. Pour le deuxième match, le Maroc qui a fait un nul face au Mali. Est-ce que vous êtes déçu de l'entame de compétition de cette équipe marocaine qui s'en remet presque quasiment à des pénaltys? Moi particulièrement, je ne suis pas déçu. C'est vrai, il y a les Marocains, la majorité, qui sont déçus parce que vous vous souviendrez ou vous allez comprendre avec moi que le Maroc qui organise cette CAN sont bien participé à ce grand événement, donc affûte ses armes pour revenir dans son pays avec le trophée. Et donc vous pensez que cette pression peut jouer des tours sur les joueurs, les influencer négativement? Je parle beaucoup plus de la pression. Je parle beaucoup plus de la pression parce que tout le monde attend beaucoup de choses de ces joueurs. Nous avons Hakimi, Hakimi qui joue au Paris Saint-Germain, nous avons Ibrahim Diaz qui joue au Real Madrid. Donc, nous avons des grands noms, des grandes stars, et nous ne pouvons que mieux faire. Ça, ce sont les attentes de tous les Marocains. C'est vrai, ils ont raison, mais ils doivent comprendre que le foot aussi a ses réalités. Et donc, quand les joueurs montent sur terrain, ils ont d'abord besoin du soutien du public. Ils n'ont pas besoin de la pression. Il ne faut pas mettre beaucoup de pression quand les joueurs sont là, vous devenez optimiste directement. Nous, face au Comores, c'est 4-0. Face au Sénégal, c'est 2-0. Non, le foot, c'est pas ça. Vous avez des bons joueurs, mais cela ne suffit pas. Mettez aussi du travail, mettez du sérieux et surtout, demandez à vos joueurs de ne pas se précipiter. Vous voyez le Maroc aller loin dans cette compétition? Oui, je vois le Maroc aller très loin. Peut-être vous avez déjà oublié quelque chose. En Côte d'Ivoire, la Côte d'Ivoire qui a organisé la CAN avait très bien commencé. Tout le monde a applaudi. Et le deuxième match de la Côte d'Ivoire, c'était un cauchemar.
Et le troisième match, la même chose. Mais au final... Qui avait d'ailleurs conduit à un limogeage de Jean-Louis Gasset, paix à son âme, qui venait de nous quitter. Effectivement. Et à la fin, c'est la Côte d'Ivoire qui a remporté la CAN. Donc pour dire que la CAN qui s'est passée en Côte d'Ivoire avec ses surprises, ça, nous avons déjà oublié, nous avons déjà enterré tout ça. Au Maroc, apparemment, il n'y a pas de surprises parce que déjà, vous l'aviez dit, les grandes nations, entre guillemets, se sont imposées facilement et en tout cas, tout le monde a été applaudi dans son pays. Mais ici, j'aimerais que les Marocains puissent d'abord s'apaiser, accompagner leur équipe. Et quand on regarde cette équipe du Maroc, on ne peut que... Il fait partie quand même des grands favoris de cette compétition, sachant qu'ils l'ont remporté en 2020, c'est ça, si je ne m'abuse, oui. Junior, lorsque vous parlez de l'Algérie, vous parlez du Maroc, vous parlez du Sénégal, vous parlez du Mali, du Cameroun, et donc ce sont les cadors pour l'instant du football africain. La RDC est en train de monter maintenant en puissance. On ne refuse pas. La RDC a 2 trophées, effectivement. La 2 trophées qui datent d'il y a 50 ans. Exactement. C'est 2 trophées quand même. C'est 2 trophées. Aujourd'hui, peut-être... La RDC fait partie de grandes nations footballistiques. Selon Laurent, voilà. Effectivement, j'assume ce que j'ai dit. J'assume. Peut-être nous ne nous connaissons pas nous-mêmes. Les autres nations nous connaissent. Okay. Nous sommes la RDC, nous sommes les Léopards. Et je ne minimiserai jamais la RDC. Voilà, merci. La RDC fait partie de grandes nations, je le répète encore, footballistiques. Si, pour Fresnel, la RDC fait partie des petites nations, en tout cas, j'ai peur. Merci, je pense que je reviens à la question, mais posée malgré que Laurent m'a confisqué quand même la parole, que je n'ai pas été protégé. Et donc, je reviens sur votre question. Je vous ai cité l'Algérie, la Tunisie, le Maroc, le Cameroun, le Nigeria. Mais je place aussi la République démocratique du Congo pour le bonheur de mon ami Laurent Gasson. Donc c'est pour dire que lorsque nous avons ce pays, l'Algérie, vous allez comprendre que c'est un pays maghrébien qui fait aussi du bien à ces continents. Pourquoi? Parce que l'Algérie nous a produit en tout cas beaucoup des stars et l'Algérie a prouvé de quoi elle était capable, que ce soit même en Coupe du Monde, mais aussi en Coupe d'Afrique des Nations, quand bien même la République démocratique du Congo a déjà raflé cette compétition à 2 reprises, en 68 et en 74. Donc c'est pour dire que nous figurons aussi parmi les pays qui ont quand même les nombres consistants, bien sûr, des trophées. Mais en voyant déjà les groupes, bien sûr, de l'Algérie, là nous sommes en train de voir l'Algérie, le Burkina Faso, la Guinée, mais aussi les Soudans. Donc aujourd'hui, nous devons comprendre que le football n'est pas maintenant facile pour certaines nations. Pourquoi je dis ça? Parce que on se croyait, lorsque vous vous retrouvez dans un groupe où il y a l'Algérie et vous avez déjà la peur au ventre disant qu'aujourd'hui nous allons ramasser en tout cas tout un panier de buts, mais pour le moment ce n'est pas le cas. Pourquoi? Parce qu'il y a de ces pays qui se sont révoltés disant que nous devons en tout cas mettre fin à cette colonisation des pays maghrébins, et nous sommes en train de le voir aujourd'hui. Vous avez vu comment est-ce que le Maroc a souffert devant cette formation ou encore devant le Mali. Oui, même donc, face aux Comores, ce n'était pas facile. Même face aux Comores, ce n'était pas facile. Alors je reviens aux analyses de Laurent qui a soulevé disant que le Maroc a la pression, le Maroc est en train de subir cette pression venant en tout cas de ses supporters. Moi j'ai toujours dit que lorsque vous organisez une compétition, vous êtes le premier pays à perdre cette compétition. Pourquoi je dis ça? Premièrement, vous avez les soutiens de votre public. Donc, c'est pour dire que vous êtes déjà sous pression. Même si les fanatiques ne viennent pas dans le stade, mais sachez que vous êtes déjà sous pression parce que vous recevez chez vous. Donc, vous n'êtes pas ailleurs, mais vous êtes chez vous et donc vous êtes sous pression. Donc, c'est pour dire que l'Algérie, la Tunisie, le Maroc, ces pays-là doivent batailler dur. Elles n'ont pas donc, d'excuses. Il n'y aura pas de cadeau. Laurent l'a soulevé ici. La CAN 2024 qui s'est organisée en Côte d'Ivoire. Vous avez vu comment est-ce que la Côte d'Ivoire a souffert. Il y a eu en tout cas des incantations de gauche à droite. Il y a eu, en tout cas, moi je peux dire, c'est que le coach, je pense, du Nigeria, qui nous a parlé des vaudous. Donc, c'est ce que nous avions vécu du côté de la Côte d'Ivoire. Pourquoi je dis ça? Parce que la Côte d'Ivoire a souffert, en tout cas,
comme pas possible. Mais nous avions compris que lorsque vous avez la pression, vous avez ces mentales d'acier, vous allez toujours parvenir à maîtriser votre adversaire, à maîtriser la compétition. C'est ce que la Côte d'Ivoire nous a bonifié. Mais pour le Maroc, je vous dis franchement, j'y arrive ma main à couper. Le Maroc n'ira pas loin dans cette compétition. Ah bon? Pourquoi vous les voyez s'arrêter 8e, quart de finale? Je ne vois pas le Maroc en quart de finale. Peut-être en 8e de finale, oui. Mais je ne vois pas. Si le Maroc traversait seulement le 8e de finale, je vous jure, ce pays va remporter cette CAN. Mais en voyant déjà sa prestation, parce que c'est vraiment inconcevable lorsque vous commencez un championnat. Et d'ailleurs, son premier match qui a été officié par l'international congolais Jean-Jacques Ndala, et selon mes analyses, c'était les tout premiers pénaltys accordé bien sûr à un pays organisateur. Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne va pas avec écoutez, je vais y arriver. Je vais y arriver. S'il vous plaît, Laurent, je vais y arriver. Parce que mais en fait, le pénalty, il était valable. Exactement, le pénalty était valable. Oui, vous n'allez pas demander à Jean-Jacques Ndala de ne pas accorder un pénalty valable parce que c'est le pays organisateur. Était valable. On revient encore au deuxième match. C'est le pays organisateur qui obtient encore un autre pénalty. Donc, j'interviens maintenant à ces points ici. Oui. Lorsque vous êtes incapable de marquer un but normalement et que vous obtenez des pénaltys. Vous nous dites qu'il y a du favoritisme. Vous nous dites que le Maroc est favorisé. Il n'y a pas du favoritisme. Donc pour moi, je peux dire que le Maroc doit travailler sa ligne offensive. Donc les attaquants doivent être en tout cas réalistes devant les buts. Mais quand vous regardez un but comme celui de El Kaabi, c'est... Voilà. On ne refuse pas. J'allais parler de ça parce qu'en écoutant Fresnel, on a tendance à dire que le Maroc est favorisé. Le Maroc n'est pas favorisé, sauf que le Maroc doit travailler sa ligne offensive, mon cher Laurent. Fresnel, je l'ai dit tantôt, le Maroc a tout pour remporter cette CAN. Ce qui leur manque peut-être, c'est la maîtrise de cette pression. Okay. C'est vrai, il y a une forte pression, il y a une forte attente. Mais c'est des grands joueurs, c'est des professionnels. Je ne refuse pas. La pression, que vous soyez Cristiano ou Messi, elle peut vous emballer facilement. Vous savez, au jour d'aujourd'hui, tout passe par la tête. Oui. C'est la tête qui commande. Et vous pouvez être meilleur joueur, mais si vous ne parvenez pas à maîtriser la pression, même sur terrain, même les pieds ne vont pas fonctionner. Quand je regarde, c'est vrai, il y a beaucoup de stars, on parle toujours de stars. On oublie l'aspect psychologique, l'aspect mental. Pour moi, le Maroc, jusque-là, souffre de cet aspect mental, cet aspect psychologique. Et une fois qu'ils parviendront à maîtriser la pression du public, en tout cas, ce pays va nous surprendre. Ok. Et pour finir, peut-être Mbal Junior, j'aimerais dire quelque chose à Fresnel. C'est vrai, quand il y a des pénaltys, on doit les accorder. Les gens aujourd'hui confondent beaucoup de choses. Quand il y a des pénaltys valables, mais pourquoi on doit les refuser? Le Maroc a obtenu, c'est vrai, le premier match, un pénalty. C'est vrai. Quand vous regardez la première action de, je crois, le joueur du Real, Ibrahim Diaz, oui. Sur la première action, il y a contact. Mais l'arbitre n'a pas sifflé. Tout à fait. Il a sifflé, effectivement, un deuxième contact. Mais si vous analysez très bien, l'arbitre s'est racheté. Parce qu'il devrait siffler sur la première action où il y avait véritablement contact. Mais quand vous prenez, le premier match, c'était 2-0. Le deuxième but, en tout cas, il est impeccable. Il faut préciser que le pénalty avait été raté. Hein. Oui, effectivement, le pénalty avait été raté. Mais c'est parmi les buts. Oui. En tout cas, le magnifique retourné de Ayoub El Kaabi. Et vous prenez le deuxième match. Vous regardez, il y a pénalty. Il y a pénalty valable. Ce n'est pas celui de l'Égypte. Hein? Il y a pénalty valable. Ce n'est pas celui de l'Égypte contre l'Afrique du Sud. Oui. Non, ça on peut contester. Tout le monde conteste. C'est unanime. En tout cas. Hein? C'est unanime. Mais pour le Maroc, cher Fresnel, nous devons comprendre, c'est juste cet aspect mental. Ils vont travailler là-dessus et dire qu'ils n'iront pas loin dans ce championnat, c'est un peu
Merci. Alors Laurent, tu gardes la parole. Jeunes. Laurent, tu gardes la parole. On va parler d'une autre équipe que tu aimes bien d'ailleurs, le Cameroun. Le Cameroun qui s'est imposé également lors de la première journée, timidement face au Gabon, 1-0, un but marqué tôt dans la rencontre. Mais ce qui nous intéresse, c'est un peu l'effectif de cette équipe du Cameroun. Quand on écarte des cadres comme André Onana, quel message la Fédération camerounaise de football a voulu lancer? Est-ce pour dire que voilà, on mise sur les jeunes, mais pour une grande nation comme le Cameroun, ce n'est pas risqué? Vous voyez le Cameroun aller loin avec ces jeunes-là? Dans la vie, il faut toujours oser pour aller de l'avant. Donc vous appuyez la décision de Samuel Eto'o? Oui, je disais dans la vie, il faut savoir oser pour aller de l'avant, oser pour se réinventer. Vous avez parlé du Cameroun comme étant une grande nation footballistique. Et donc depuis un temps, le Cameroun était enterré. Et le Cameroun avait besoin de la renaissance. Mais comment renaître sans pour autant prendre des décisions fortes? Raison pour laquelle moi je salue la décision de Samuel Eto'o. Il a été joueur du Cameroun, il a mouillé son maillot pour son pays et aujourd'hui il est président de la Fédération du football camerounais. Et il devrait en tout cas rompre avec le passé. Et rompre avec le passé, c'est-à-dire refuser les mauvaises pratiques, les mauvaises méthodes qui se faisaient à l'époque où il était joueur. Mais on connaît Samuel Eto'o comme un homme de caractère qui sait s'imposer. Est-ce que c'est ce qu'il n'a pas fait finalement dans la sélection sans consulter qui que ce soit? Il décide comme ça qu'on écarte les vœux. D'abord, nous devons savoir une chose. Peut-être les gens se trompent. Ce n'est pas Samuel Eto'o qui a convoqué les joueurs. Oui, mais il a quand même... Il y a eu, non, c'est ça. Là, vous vous trompez là-dessus. Samuel Eto'o n'a pas convoqué les joueurs, on n'a pas sélectionné le joueur. C'est lui qui a sélectionné le joueur, c'est le nouveau sélectionneur, permettez la tautologie. C'est bien lui. Mais on sait tous que le président de la fédération a quand même un mot à dire sur la liste. Il n'y a pas de problème. Mais chaque sélectionneur vient avec sa philosophie. Quand il constate que tel joueur ne répond pas à mes critères, il l'écarte. Et c'est tout à fait normal. C'est tout à fait légitime. On ne peut pas contredire. Mais moi, je parle plutôt de la cohésion. Quand vous regardez l'équipe du Cameroun, cette équipe, on les appelle d'ailleurs les lionceaux, quand vous les regardez, en tout cas, tout le monde était dubitatif. Tout le monde était dubitatif. Pourquoi? Parce que vous avez un André Onana qui n'est plus là, vous avez un Aboubakar, Vincent Aboubakar qui n'est plus là, vous avez Zombo Anguissa, effectivement, qui n'est plus là. Donc, des cadors qui ne sont plus là, qui n'ont pas été appelés. Mais justement, est-ce qu'on vient apprendre à la CAN quand on est une nation comme le Cameroun? On doit faire peur normalement. C'est ce que je vous ai dit. Le Cameroun fait peur déjà par son histoire. Le Cameroun fait peur déjà par son nom. Je le disais tantôt, la RDC fait peur. La RDC, pourquoi elle fait peur? Elle fait peur aussi de par son histoire. Elle fait peur aussi de par son nom. Le Cameroun, on ne voit pas ces joueurs. Les joueurs qui viennent au sein de cette équipe interrogent l'histoire. Ils regardent en arrière. C'est-à-dire, qu'est-ce que nos prédécesseurs ont fait et qu'est-ce que nous devons faire pour que nous puissions léguer à la génération future le même héritage. Vous allez comprendre que le Cameroun, c'est d'abord le mental. Et les gens ont toujours tendance à confondre l'outrecuidance, c'est-à-dire l'excès des ailes, à la confiance en soi. Quand vous regardez les Camerounais, d'abord en général, ce sont des gens un peu, entre guillemets, orgueilleux. Le continent. Voilà, le continent. Quand ils vous parlent, ils ont cette confiance en eux. Un Camerounais, c'est celui qui a confiance en lui. Mais quand vous parlez de ces joueurs, quand ils viennent pour la première fois, on les sélectionne, ils ont cette confiance, ils ont cette rage. Et je suis sûr et certain que c'est vrai, on ne peut pas attendre beaucoup d'eux, parce que ce sont des lionceaux, la majorité n'ont jamais participé à la Coupe d'Afrique des Nations. Mais tout ce que moi je peux dire par rapport à cette nation,
peut-être c'est cette nation qui risque de nous surprendre. Ok. Le Cameroun. Parce Le que Cameroun tout le monde risque de nous est surprendre. dubitatif et pessimiste et tout le monde s'est dit le Cameroun, on risque d'être surpris par cette nation. Alors, Fresnel, réaction. Vous êtes d'accord avec Laurent? Le Cameroun fait peur et risque de nous surprendre lors de cette CAN? Le Cameroun, cher Junior, ne fait pas totalement peur. D'ailleurs, dans son groupe où est casé la Côte d'Ivoire, le Cameroun. D'ailleurs, il y a on attend le Gabon, duel Côte la d'Ivoire-Cameroun. Exactement, parce que devant une équipe, bien sûr, détentrice du trophée, ça ne sera pas une messe facile pour La Côte d'Ivoire qui a aussi débuté timidement quand même. on ne refuse pas. Et d'ailleurs, cette rencontre-là sera en tout cas très décisive pour ces deux nations. Pourquoi je dis ça? Parce que ce sont des pays en tout cas qui s'affrontent régulièrement et qui se connaissent très bien. Mais par rapport à leur ossature, c'est là où maintenant il y a quand même une petite nuance. Comme Laurent l'a soulevé, il y a quand même un manque de quelques cadors, de quelques habitués bien sûr de cette équipe du Cameroun. On prend l'exemple le Cameroun de Samuel Eto'o, Vincent Aboubakar, André Onana. Vous allez vous rendre compte que c'était en tout cas une autre équipe. On peut même pas parler du Cameroun de Samuel Eto'o et Vincent Aboubakar. Voilà. Les deux là sont très loin. Exactement. Samuel Eto'o, c'est une autre génération. Voilà. Vincent Aboubakar aussi, c'est une autre génération. Je crois que c'est en 2015 qu'ils ont remporté. Surtout ça. Alors je reviens par rapport à ce pays qui est le Cameroun. Laurent nous a dit que le Cameroun risque de surprendre. Je vous dis que moi, je reste pessimiste par rapport d'abord à... Oui, comme tout le monde. Oui, moi, je reste pessimiste. Pourquoi? Parce que dans une équipe, vous ne pouvez pas directement mettre de côté l'expérience, mais aussi par rapport à ceux qui viennent soit de la nouvelle génération. Et donc, nous devons équilibrer. Mais si ces expérimentés sont indisciplinés, qui ne veulent pas rentrer dans la philosophie de la sélection, qu'est-ce qu'on fait? On les garde simplement à cause du nom? On doit quand même suivre chaque chose à la loupe. Parce qu'on ne peut pas dire aujourd'hui que André Onana s'est mal comporté envers il a eu beaucoup de manquements sur le plan disciplinaire. Le président de la On a enregistré beaucoup de cas comme ça où Onana était au cœur des problèmes disciplinaires. On ne refuse pas. On prend Vincent Aboubakar, qui était capitaine de l'équipe et le mettre de côté. Donc moi je peux dire que c'est un manque de respect de la part de Samuel Eto'o. Apparemment il est fan de Vincent Aboubakar. Écoutez cher Junior, je vous donne un exemple. Chancel Mbemba que vous voyez a joué avec des Joël Kimwaki, des Pamphile Miayo, mais il est toujours là. Oui. Pourquoi? Parce qu'on mise aussi sur l'expérience. Chancel est discipliné, c'est un joueur quoi. Mais il y a des anciens. Le nouveau capitaine du Cameroun, il a joué avec Vincent Aboubakar. On ne refuse pas. Le nouveau capitaine. On ne refuse pas. Vous prenez Mbemo, c'est vrai, il vient à peine de découvrir la sélection camerounaise. Vous prenez le gardien, il était là avec les anciens. Vous prenez le gardien du FC Saint-Éloi, le Popo, il s'appelle Omosola, oui. Il était là avec André Onana. C'est vrai, on n'a pas totalement rajeuni l'équipe, mais on a chassé les cadors. C'est vrai, on a chassé les cadors. Chasser, ce n'est pas trop fort. Chasser, c'est trop fort pour moi. Pourquoi? Parce que Samuel Eto'o a apporté un nouveau vent au sein de la fédération camerounaise de football. Okay. Alors, Samuel Eto'o devrait parler avec les anciens. Oui. De l'équipe, les gens qui ont quand même de l'expérience, en lieu place de les mettre de côté parce que la nouvelle génération qui arrive, on ne refuse pas, elle va apporter un nouveau vent, mais avec quelle expérience sur la pelouse? C'est de là où nous devons maintenant interpeller. Julien, peut-être quelques secondes, les gens se trompent. Pour moi, cette génération ne doit pas beaucoup donner cette année. Pour moi, cette génération elle va pour apprendre. Sera redoutable d'ici 5 ans. Voilà, et on doit garder cette génération. C'est ce qu'il a fallu dire avant. Voilà pourquoi j'ai dit ceci. Oui. On doit vraiment avoir peur de cette équipe. Elle ne vient pas apprendre. Pas maintenant, mais... Non, j'ai dit. Même maintenant, elle n'a rien à perdre en gros. Oui, elle ne vient pas. Elle n'a rien à perdre. Elle n'a rien à perdre. Mais elle peut créer des surprises. Elle ne vient pas apprendre, mais elle peut créer des surprises. Et nous devons vraiment
nous méfier de cette équipe. Merci beaucoup cette génération. pour vos analyses très pertinentes. Alors, on va enchaîner cette fois-ci avec la rubrique consacrée aux résultats. Avec les sportifs, ça va toujours très vite, on ne voit pas le temps passer. Pour ce qui concerne les résultats, à noter la Coupe d'Afrique des Nations et la deuxième journée qui a démarré avec le match Angola-Zimbabwe qui s'est soldé sur un nul d'un but partout. L'Égypte qui a battu l'Afrique du Sud, un but à 0 avec un penalty refusé à l'Afrique du Sud qui fait polémique. Votre avis en 30 secondes, messieurs? Fresnel? Exactement, moi je pense que c'est de l'expérience, hein, mais aussi la rapidité dans les jeux qui a payé dans cette rencontre qui opposait l'Égypte au Bafana bien sûr de l'Afrique du Sud, parce que ce n'était pas un match facile. Vous savez très bien, avec l'Afrique du Sud, il y a en tout cas la quasi-totalité des joueurs qui se connaissent très bien, qui jouent en championnat sud-africain. Donc c'est pour dire que c'était une équipe qui se connaît très bien, la mayonnaise a déjà prise, mais face à un Mohamed Salah, face en tout cas à une équipe égyptienne aussi qui était en place. Donc il a fallu que ces résultats soient ainsi pour maintenant départager le poisson, mais aussi avec le fretin. Laurent, le fretin c'est quoi? L'Afrique du Sud. Laurent, sur la polémique par rapport au pénalty refusé. Oui, j'ai comme l'impression que Fresnel, il veut être naturalisé maghrébin. Alors, vous savez, en tout cas, moi, je n'ai pas aimé la décision qui a été prise sur le penalty de l'Égypte, parce que, en tout cas, il n'y avait pas penalty. Mais l'interprétation de la VAR, c'est que même cette interprétation, c'est la main d'appui qui servait non, je parle d'abord du pénalty obtenu par l'Égypte. Ah, ok. Effectivement. Quand pour vous regardez, il n'y a pas pénalty? Non, il n'y a pas pénalty. Il y a contact et puis une petite gifle. Salah qui est Salah en a fait de trop. Oui. C'est l'expérience. Non, pas l'expérience. Il tombe. D'ailleurs, tout le monde, à l'unanimité en tout cas, n'a pas compris la décision qui a été prise par... on en vient justement au débat sur la VAR, parce que la VAR était censée venir en appui aux arbitres pour rendre les meilleures décisions, mais là on a l'impression que voilà, la VAR est plus un problème qu'une solution. Non, pas plus un problème, mais les messieurs qui gèrent la VAR doivent être aussi sérieux. C'est vrai, pendant plusieurs années, on a demandé aux arbitres qui sont sur terrain d'être sérieux, parce que les gens qui gèrent la VAR, ils sont aussi, entre guillemets, considérés comme des arbitres, mais ils doivent être aussi sérieux dans leur interprétation. Parce que, en tout cas, quand vous regardez le pénalty obtenu par l'Égypte, ça fait mal, ça fait très mal. En tout cas, moi, je n'ai pas aimé, il n'y a pas que moi qui ne suis pas content. Il y a plusieurs personnes qui ne sont pas contentes. Et pas tout le monde. Hein. Avec ça, en tout cas, ça sera compliqué. Et vous regardez même dans les dernières minutes, l'Afrique du Sud qui obtient ce pénalty. C'est vrai, il y a une interprétation. Oui, estimant que c'est la main d'appui du défenseur égyptien. Mais attendez. C'est cette main qui désoriente le ballon. Il y a pénalty. Même si vous me parlez de la main d'appui, mais il y a clairement pénalty et l'Afrique du Sud devrait être récompensée. En tout cas, nous devons éviter ces genres de, entre guillemets, des sagas. Je pense que je dois revenir par rapport à cette question, par rapport aussi à la VAR. Donc, Laurent veut nous dire qu'il n'était pas content lors du match qui opposait l'RDC au Bénin. Nous devons dire quand même merci à la VAR. Hein. Oui, on a eu une panne de VAR. On doit d'abord dire merci à la VAR. Mais ce ne sont pas des choses à encourager, parce que ça ternit une fois de plus l'image. Voulez-vous nous dire que vous n'étiez pas content? Pourquoi ça ternit l'image de notre football? Il n'y a pas que... Si vous suivez peut-être... Fresnel ne suit pas... Non, en tout cas, moi, je suis la CAN, cette CAN, avec de loupes. Oui, moi, je le reconnais. Avec de loupes, oui, je le reconnais. Pour que, en tout cas, toutes les erreurs
puisse être décortiqué. Ok. Fresnel, je ne sais pas, en tout cas, viens chez moi. Je vais, Et donc, nous devons comprendre que la VAR est une œuvre humaine. Ok. Donc, il y a toujours des imperfections. Et par rapport à l'organisation, si nous regardons tout ce que le Maroc a fait par rapport à l'organisation, la seule chose qui vient en tout cas mettre du sable dans tout ce que le Maroc a fait, c'est seulement la VAR. C'est la VAR. En tout cas, Laurent, intérieurement, il était content lors du match qui opposait la RDC au Bénin parce que la VAR n'a pas montré cette main, bien sûr, des chansons. Il paraît que la VAR était en panne. Bon. Était en panne. Comité de recherche congolais, vous êtes Laurent très et fort. son comité de recherche. On a un bon comité de recherche. On a un très bon comité. Avoir cette main-là. On a un très bon comité de recherche. Mais personnellement, je trouve que les arbitres ne veulent plus se décider. En son temps, voilà, quand il y avait penalty, il y a penalty, l'arbitre se décide, c'est bon, il octroie le penalty. Mais là, on sent qu'ils hésitent. Il y a de moins en moins de penalty accordés directement. On attend toujours l'édition de la VAR. Bref, c'est comme ça, au fur et à mesure, cela va se perfectionner. On peut revenir sur le tableau, Régie, des résultats de la CAN. On peut poursuivre parce qu'il... Ah ok, bon, c'est pas grave. On enchaîne avec la Ligue nationale de football et le classement, notamment dans notre zone. TP Mazembe qui caracole en tête avec 30 points pour 13 matchs joués. Simba Kamikaze de Kolwezi qui est deuxième, 29 points. Lupopo troisième, 27 points. Malolé quatrième, 21 points. Don Bosco cinquième, 21 points. Lumbashi Sport sixième, 18 points. Et Manika, 7e, la surprise de ce classement, 7e avec 16 points. Et parmi les relégables, on a Chicas, Blessing, Groupe Bazano et l'US Panda B52. Je vous parlais tout à l'heure de Manika qui crée un petit peu la surprise, ce qu'on pourrait qualifier de miracle. On en parle dans le petit débrief. Voilà un autre débat qui ne va pas mettre d'accord mes intervenants sur ce plateau. Le cercle sportif Manika donc qui, on va dire, renaît de ses cendres, parti de la zone rouge à la 7e place après avoir enchaîné plusieurs matchs nuls et des défaites. Les Mbingwa de Kolwezi ont finalement rebondi au stade Dominique Diour. C'était face à l'équipe de Panda B52 après une magnifique remontada menée 1-0. Manika qui a finalement remonté le score pour s'imposer 2-1. Voici le reportage. Il fallait du caractère, de la patience et une foi inébranlable pour réussir une remontada face à l'US Panda. Et l'SS Manika l'a fait. Face aux bombardiers au stade Dominique Diour, les tricolores ont vécu un dimanche à suspense. Dès l'entame, les hommes de Berthemakou prennent le contrôle du jeu, posent les ballons, dictent le tempo. Mais contre le cours du match, à la 30e minute, l'US Panda frappe. Dans un cafouillage dans la surface, les visiteurs trouvent la faille et refroidissent le stade. Manika ne panique pas. Manika insiste. Les occasions s'enchaînent. Dazi Makenda, lancé dans le dos de la défense, se présente seul face au gardien. Généreux, il sert au Guimouteba, qui manque son face-à-face. Kassungo Mounani tente sa chance à son tour, sans succès. David Kakwejisi essaye également, mais les réalismes ne toujours pas au rendez-vous. Le ballon circule, les occasions pleuvent, mais le but se refuse toujours au tricolore. À la pause, le tableau d'affichage est cruel. CS Malika 0, US Panda 1. Au retour des vestiaires, le coach Berthemakou change le visage de son équipe. Un réajustement tactique, 109 sur la pelouse, et une seule idée, renverser les destins. À la 55e minute, l'espoir est né. Et Toto Tokani dévie intelligemment le ballon pour Massamba Kiessé. En duel avec son vis-à-vis, Kiessé s'ouvre l'angle et, du pied gauche, ajuste le gardien pour l'égalisation. Un but partout. Malika revient à la vie. Porté par la force collective, les Mbingwa de Kolwezi poussent jusqu'au bout. Et à la 85e minute, la délivrance arrive. Massamba Kiessé dépose un corner millimétré. Pembele Kanza, fraîchement entré, s'élève et place une tête victorieuse. CS Manika 2, US Panda 1. Une victoire au mental, une victoire au courage.
Après une longue disette sans marquer, Manika retrouve enfin le chemin du but et celui de la victoire. Voilà pour le match Manika face à l'US Panda B52. Manika qui a ensuite enchaîné avec une victoire face à Bazano, toujours au stade Dominique Diour. Alors Laurent Kassong, je rappelle que vous êtes directeur de communication de cette équipe du CS Manika. Vous avez broyé du noir pendant longtemps. À présent, l'équipe renaît de ses cendres. Peut-on parler d'un miracle ou d'un sursaut d'orgueil? Moi, je ne parle pas de ni l'un ni l'autre. Voilà, pour bien répondre à votre question. Mais je pourrais plutôt parler du travail. C'est vrai, nous avons travaillé et pendant tous les matchs que nous avons eu à livrer, nous avons toujours demandé aux joueurs d'être patients, nous avons toujours demandé aux supporters d'être confiants. Et les supporters ont toujours compris ce message. Et Manika, vous allez le constater que dans chaque match, s'est procuré plus de 10 occasions. Et il y avait des petits pépins et ça ne manque pas. Problème de réalisme? Oui, d'ailleurs, on l'a dit, après une longue disette offensive, Manika aujourd'hui commence maintenant à marquer. C'est-à-dire il y a eu un grand travail qui a été fait. Les attaquants ont compris qu'il ne faudrait pas commencer à confondre vitesse et précipitation devant les buts. Et quand on est devant les buts, on doit être concentré pour tuer le match et surtout être clinique. Et au jour d'aujourd'hui, nous sommes fiers de retrouver ce que nous faisons déjà à l'entraînement parce qu'à l'entraînement, nous marquons. Et si cela commence à être remarquable aussi dans des matchs, ça ne peut que nous réjouir. Mais ce n'est pas encore fini parce que le travail continue. Oui. Et tout ce que vous devez savoir, c'est que aujourd'hui, le résultat n'est pas un miracle, ni moins encore une magie, ou parler encore d'un hasard, mais c'est plutôt le fruit de la patience, du travail, de la foi et de l'optimisme. Alors, Fresnel, vous avez assisté à plusieurs reprises au match du Cercle Sportif Manika cette saison. Qu'est-ce qui, selon vous, a causé cet enchaînement de matchs nuls et de défaites? C'est vrai, quand on ne sait pas gagner un match, il faut savoir ne pas le perdre. À un moment, c'était devenu inquiétant. Est-ce que c'était un problème tactique, un problème technique, un problème extrasportif, voire spirituel? Très belle question, cher Junior. Et d'ailleurs, merci d'avoir en tout cas mis cette thématique à ces téléspectateurs qui nous regardent en ces moments. Pour l'équipe de Manika, Manika n'a pas un problème managérial. Manika n'a pas un problème d'effectif. Manika n'a pas Manika n'a pas un problème avec le staff technique, mais c'est un dossier qui était totalement extrasportif. 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 Soyez un peu plus clair. Non, en tout cas, je dois être clair envers les téléspectateurs. Laurent, vous allez réagir. Je dois être clair envers les téléspectateurs qui nous regardent dans ces moments. Nous avions vu une équipe de Manika, en tout cas, très compacte, donc très en place lors du match qui opposait Mazembe à Manika à Lubumbashi. C'était une très belle équipe de Manika qui a loupé beaucoup d'occasions. On n'en disconvient pas. On pourrait dire peut-être que c'était sa première fois de goûter à l'élite congolaise et on a vite compris. La deuxième fois, la troisième, la quatrième, on a compris que l'équipe de Manika a des très bons joueurs, a un bon staff, a un président en tout cas qui met tout pour que son équipe puisse évoluer. Mais on a compris. Et par rapport à ça, en tant qu'analyste sportif, j'ai essayé quand même de mener des enquêtes et j'ai vite compris qu'il y avait en tout cas des choses qui étaient extra sportives. Pourquoi je dis ça? Parce que dès les commencements de cette saison, on a vu l'équipe de Manika organiser une assemblée générale et donc on nous a donné les bilans, la deuxième division vers la première division. On n'est pas là. On a vu une équipe de Manika qui avait organisé une assemblée générale élective du comité des supporters. Mais depuis que moi, je pèse bien mes mots, depuis que j'avais assisté à cette élection-là, j'ai vite compris que
les comités ne parlaient pas d'abord un même langage. C'est-à-dire quoi? Le comité directeur et le comité des supporters? Les comités des supporters ne parlaient pas un même langage. Vous savez que les supporters sont considérés comme les 12e joueurs dans une équipe. Et lorsque les supporters ne parlaient pas un même langage, c'est déjà une faiblesse. Vous pensez que ça a été un des éléments qui a constitué ce blocage? Exactement. Parce que je dois vous révéler une chose ici. Peut-être je ne vais pas citer les gens dans cette émission. Nous aimons des révélations, allez-y. Et donc, vous allez comprendre que à chaque match que moi j'ai assisté ici à Kolwezi, dans les comités des supporters qui étaient élus, j'ai vite compris, lorsque cette tête est au stade, l'autre ne viendra pas. Et lorsque vous posez la question pourquoi cette tête n'est pas dans le stade, on vous dira qu'il ne parle pas le même langage avec telle personne, avec telle personne. Alors, lorsqu'il y a une cacophonie au sein de l'équipe et surtout dans un comité des sportifs, ou soit des supporters, vous allez vous rendre compte que même l'évolution de l'équipe, même ce que nous appelons entre parenthèses les comités de recherche ne sera pas forte. Pourquoi? Parce qu'il y aura ceux-là qui ne voudront pas à ce que l'équipe puisse gagner, il y aura ceux-là qui voudront voir peut-être l'équipe aller de l'avant et faire peut-être des recherches, mais lorsqu'ils ne parviennent pas à parler le même langage, vous allez vous rendre compte que ça sera toute une difficulté au sein d'une équipe. Alors, je reviens ici. On va laisser d'abord le dire comme réagir sur l'aspect extra-sportif qui causerait le blocage, le comité de supporters qui ne s'entendent pas entre eux, ce qui fait que même le comité de recherche ne fonctionne pas. Vous êtes d'accord avec l'analyse de Fresnel? Je suis ébahi d'entendre ces genres de propos sur un plateau comme celui-ci, parce qu'il y a de milliers de personnes qui nous suivent et nous devons rester très 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 professionnels. Quand on me parle de comité de recherche, beaucoup de choses, oh là là, qu'est-ce que cela signifie? Donc vous devez savoir que, je le disais tantôt, c'était une période et c'est tout à fait normal. Les attaquants n'y marquaient pas et nous nous sommes attelés là-dessus. Le coach Bertin Makou et son staff technique se sont concentrés sur cette zone pour que nous puissions résoudre la problématique. Mais y a-t-il de l'harmonie au sein des comités des supporters du CS Manika? Pourquoi en Afrique, quand on ne marque pas, on a toujours tendance à dire qu'il y a une disharmonie? Non, nous devons savoir changer de langage parce que Manika est monté en Ligue 1 grâce aux efforts qui ont été fournis par toute l'équipe. Et quand on parle de l'équipe, on voit le comité directeur. Ici, je salue aussi les efforts du président Michel Kanimbu Shindani. Il y a le comité des supporters, il y a le staff technique, il y a les anciens. Donc, bref, c'est cette famille qui est en symbiose, qui est en harmonie, qui a permis que Manika puisse monter. Et cette harmonie continue jusqu'aujourd'hui. Et au jour d'aujourd'hui, nous ne pouvons pas parler d'une disharmonie ou d'un dysfonctionnement parce que les attaquants ne marquent pas. Nous-mêmes, nous avons compris notre problème. Et quand vous, Mbal Junior, vous souffrez d'une maladie quelconque, vous avez besoin d'être soigné. Donc le problème, c'était simplement l'inefficacité devant le but. Oui, l'inefficacité. Vous l'avez dit d'ailleurs, vous l'avez souligné dans le reportage, vous avez suivi. Nous avons parlé d'une longue disette offensive. Donc c'est-à-dire, les attaquants ne marquaient pas, il y avait des occasions. Nous nous sommes concentrés là-dessus. Nous avons parlé aussi du Maroc. Donc là, on est en train de marabouter aussi les Marocains parce que les Marocains ne marquent pas. Non, attendez, les Marocains ne marquent pas. On est en train de les marabouter. Nous avons la RDC, notre pays. Nous avons Fiston Maïlé. Combien d'attaquants de grandes stars? Elles ne marquent pas. Okay. Nous partons en Algérie. Il y a combien de grandes stars? Ces grandes stars ne marquent pas. Donc, c'est toujours le maraboutage. On est déjà en train de chuter. Une question pour chacun. D'abord, Laurent. Manika qui est 7e aujourd'hui. Il vous reste encore 4 matchs pour la phase aller. Est-ce que vous pouvez aller chercher le top 5? Oui, parce que d'abord, nous devons souligner une chose. Manika, c'est l'équipe qui a moins de matchs que toutes les équipes. Il y a Manika et Saint-Luc. Saint-Luc, si je ne me trompe pas, joue demain dimanche contre Chicas. Et on vous a trop vite considéré comme donneur des points
distributeur, la femme de tout le monde. Exactement. Peut-être c'est vous qui le dites comme ça, si c'est tout le monde qui le dit comme ça. Nous sommes venus parce que Manika a une histoire. Peut-être les gens ne connaissent pas très bien l'histoire de Manika. Manika, c'est parmi les équipes qui ont été créées en 1939. Parler de Mazembe, c'est parler aussi de Manika parce que Mazembe a été créé en 1939. Et Manika a une histoire, toute une histoire. Et vous allez comprendre que Manika, jusque-là, a déjà joué 11 matchs. 11 matchs, mais nous sommes au classement partiel. Peut-être une petite rectification. Nous ne sommes pas 7e, mais nous sommes 8e. Parce qu'il y a Tanganyika qui a gagné Malolé. Oui, je crois que c'est Malolé. Ouais. Non, Saint-Luc. Saint-Luc à Kananga. Et Tanganyika a 14 matchs joués. 14 matchs joués, mais avec 18 points. Manika a 11 matchs joués derrière Tanganyika avec 16 points. Donc, c'est-à-dire, les quatre derniers matchs, si nous les gagnons, nous allons occuper le top 5, je crois, avec 28 points. Et déjà, ce match, nous jouons notre prochain match contre Blessing. C'est aussi, entre guillemets, un peu un derby, mais j'espère que nous allons le remporter parce que nous sommes concentrés. Évitons ces termes-là de maraboutage, des histoires extra-sportives. Alors, Fresnel, l'homme des révélations, est-ce que tu vois Manika capable de jouer les playoffs? Oui, Manika est capable de jouer les playoffs si et seulement si l'équipe continue toujours avec cette cohésion, les comités sportifs, comités techniques, parce que comités de recherche aussi. Oui, les comités de recherche aussi, parce que même si Laurent ne peut pas le dire en ces moments, il ne peut pas le dire en ces moments, et donc nous devons comprendre ici les seuls péchés que les tricolores ont commis lors de cette saison. Donc, c'est de libérer en tout cas la plupart des cadres de ces équipes qui ont permis à cette équipe, bien sûr, d'atteindre l'étape où Manika se retrouve, soit en première division. Mais en globalité, Manika a une bonne équipe, a un bon effectif. Donc, ici, Manika doit batailler dur par rapport à ces 4 matchs restants. Manika a toutes les chances de jouer les playoffs si et seulement si cette mayonnaise restait ainsi, si cette cohésion restait ainsi. Et les comités de recherche, peut-être les gens qui viennent au stade pour troubler la quiétude des joueurs. Des fois, si l'équipe ne marque pas, c'est l'entraîneur qui est en tout cas taquiné. Merci Junior, merci à notre ami Laurent, mais aussi à toutes les femmes. Merci Laurent. Il insiste toujours sur les femmes. Merci Laurent. Merci à notre ami Fresnel qui a beaucoup d'amis apparemment dans le comité de freinage, le comité de recherche. Merci également à tous. Merci à Tombal Junior pour l'invitation. Merci à tous les tricolores et merci à Mikouba Radio Télévision. Mes voeux les meilleurs. Merci et meilleurs voeux à vous également. Meilleurs voeux à tous les téléspectateurs. Merci d'avoir suivi ce nouveau numéro de débrief, plein d'analyses, de décryptage, de révélations aussi. On se retrouve très prochainement sur Mikouba Télévision. Prenez soin de vous. Au revoir.